Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Droite, gauche, droite. Valse à l'Assemblée nationale. Nouveau Front populaire, Union des droites pour la République. Toutes ces alliances déguisées ne seraient-elles pas finalement une redite d'événements remontant à un siècle, sous la Troisième République et vouées à l'échec? Le 11 mai 1924, le cartel des gauches gagne les législatives avec 327 sièges, quelques jours après les premières épreuves des JO de Paris. La droite a en réalité obtenu davantage de voix, mais une loi électorale accorde une prime aux alliances et accorde la victoire à sa rivale. La chambre bleu horizon disparaît. Une vague rouge déferle sur le nouveau Parlement, avec les membres de la SFIO, de la gauche radicale, des républicains socialistes, des radicaux socialistes. Le président de la République d'alors, Alexandre Millerand, ancien socialiste reconverti, a mené une politique conservatrice. Il a soldé la grève des cheminots de 1920 par 15 000 licenciements, fait intervenir l'armée pour cadrer les manifestations du 1er mai, refusé d'appliquer la loi sur la séparation de l'Église et de l'État en Alsace-Lorraine, rétabli une ambassade au Vatican, créé un nouvel impôt, le double décime, afin de redresser le front et assurer les frais engendrés par la reconstruction du pays après-guerre, sous l'impulsion du président du Conseil, Raymond Poincaré. Affirmé lors du discours d'Évreux d'octobre 1923 son intention de réduire le rôle du Parlement et son attachement à la majorité sortante, le bloc national, coalition de la droite. Bien décidés à appliquer une politique de changement, les cartellistes réclament le pouvoir dans les moindres rouages de l'administration et parviennent à faire fléchir le président qui donne sa démission. Le radical Gaston Doumergue lui succède et place Édouard Herriot à la tête de son gouvernement pour mener une politique d'ouverture. La victoire rouge est pourtant bien relative, car les socialistes sont frileux à l'idée de s'associer à l'extrême gauche. Herriot, fervent défenseur de la laïcité, veut défaire la politique pro-Vatican de son prédécesseur et, avec ses amis du cartel des gauches, anime de grandes diatribes anticléricales. Voyant ses valeurs menacées, la Fédération nationale catholique se mobilise autour du fameux général Édouard de Castelnau, héros de la guerre de 14-18 et futur partisan de la résistance. Sa vision nationaliste, considérée comme royaliste et réactionnaire, dérange le nouveau Parlement, mais n'empêche pas au nouvel élu un éloge quasi hyperbolique de son concurrent que l'on peut lire dans le Rappel en février 1925. Je cite: « Votre victoire unique du grand couronné, deviendra classique comme celle de jadis aux Thermopyles. Je vous compare à ce grand chef, Turenne, dont la figure lui est dans notre histoire comme l'une des plus nobles, des plus simples, des plus pures de notre race et de notre temps. » Économiquement, le succès n'est pas plus au rendez-vous. Le laxisme financier provoque une succession de crises financières et monétaires. L'hésitation du président du Conseil des ministres entre l'emprunt désiré par la droite et le prélèvement sur le capital réclamé par la gauche ruine la Banque de France, qui avoue enfin que la situation est dramatique. Le franc dégringole et emmène dans sa chute le chef du gouvernement. Pour sa défense, Herriot accuse le mur d'argent. La gauche au pouvoir doit admettre le bilan catastrophique de sa politique. Elle cherche l'homme de la situation, celui qui saura relever la France, lui redonner la stabilité dont elle a besoin, et n'en voit qu'un, Raymond Poincaré. Un homme de droite à l'énergie débordante. Herriot, contraint à laisser son fauteuil à un ennemi, lance sa dernière petite phrase. Je cite: « La réconciliation des enfants au chevet de la mère malade. » Certains pensent qu'une sortie sans petite phrase est une sortie ratée. L'ancien président de la Troisième République, appelé au secours, reprend donc du service à la présidence du Conseil des ministres, dans un gouvernement d'union nationale dont il exclut les socialistes.
Fort de son prestige, de son savoir-faire, de son expérience, de la mise en place d'une politique d'austérité, celui que l'on nomme le Grand Lorrain solde les séquelles de la guerre et permet au budget d'être excédentaire, fait rare. Défendant son pays plus que ses intérêts propres, Poincaré termine sa mission dignement et fidèlement à l'esprit de l'union sacrée qu'il avait insufflé au début de la guerre avec ce message aux assemblées. La France, je cite, sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique.